Mesdames et messieurs, c'est l'heure du SOS Ciné News Show. Une rumeur au loin qui surgit de la nuit, ne menant avec sa caméra au galop. Son nom, il le signe à la pointe de son optique d'un S qui signifie Sony. La rumeur, c'est la fameuse FX3 de Sony. Sony cannibalise le marché, Ils sont extrêmement agressifs en termes de gamme et on reconnaît bien là dans leur ADN, leur façon de faire. Cette FX3, il y a plein de photos qui circulent, on ne connaît pas encore les spécifications techniques, mais des news devraient arriver aux alentours du 23 février, affaire à suivre. Changement de décor avec l'Intelitech Light Close, l'habit léger. Ouais, drôle de nom pour une lumière. Pourquoi pas? Vous le savez, chez SOS Ciné, on aime la LED. C'est petit, c'est ergonomique, c'est facile à transporter, ça se met sur batterie et on n'a pas besoin de changer nos ampoules toutes les semaines. Alors il y a encore quelques HMI, puisqu'on a besoin parfois de puissance que la LED n'est pour l'instant pas capable d'émuler. Ouais, pas capable d'émuler. Laisse un commentaire si tu trouves un autre synonyme plus pertinent. Et depuis quelques années, les tournages s'équipent de LED RGB, rouge, vert, bleu. C'est-à-dire qu'en plus des traditionnels LED blanc chaud et blanc froid, vient une palette de LED colorés. Et ces LED sont censés être calibrés pour nos capteurs de caméra, respectant ainsi l'espace colorimétrique que nos capteurs sont capables de voir, à contrario des LED RGB utilisés dans l'industrie de l'événementiel. Putain, je suis sérieux là, je l'ai fait comme ça. Ce genre de projecteur intègre une variété d'effets, police car, paparazzi, stromboscope, party light, j'en passe et des meilleurs. Et elles ont été très vite adoptées par l'industrie cinématographique, la plus connue étant le fameux Skypanel de chez Arri. En France, c'est la société Rosco DMG qui utilise ces LED colorés afin d'améliorer le spectre blanc, froid, blanc chaud émis par son projecteur. Rosco étant aussi fabricant de gélatine, les projecteurs Rosco DMG sont capables d'émuler des gélatines électroniques. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like et me laisser un commentaire et je vous ferai une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, il est probable qu'on reçoive une personne de chez Rosco dans un live sur Facebook prochainement. Enfin voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné à notre Facebook, allez-y, abonne-toi. Abonne-toi sur Facebook, tu verras, on est bien, abonne-toi. L'Intelitech Light Close est un panneau très bien pensé. Il se plie et se déplie à la manière d'un origami, permettant un transport facile de panneaux de diverses tailles et dont l'autre particularité, c'est l'accroche velcro qui vient se fixer derrière pour le mettre facilement sur un pied. Jusque-là, je n'ai rien à dire, je trouve que ce panneau est très intelligent, il embarque des connectivités professionnelles comme le True One. Et il a de quoi séduire. Enfin, après avoir vu la vidéo review de ce panneau, et 2-3 youtubeurs qui en parlent, il y a des choses qui me choquent. Tout d'abord le prix. Le prix du Intelitech Light Close est très agressif. De 500 à 1200 $. 500 pour l'entrée de gamme, 1200 pour le panneau 4x4. Avec ça, nous avons une valise de transport, nous avons tous les accessoires qui sont fournis avec, et je trouve ça pas cher. Alors pas cher, avec mon expérience de loueur, c'est pas forcément synonyme de durabilité. Dans la plupart des cas, pour ceux qui sont en studio ou qui font attention à leur matériel, eh bien ça ne les gênera pas. Mais pour un loueur, ça peut vite devenir très emmerdant. Pas vous refaire une vidéo avec hard disk sur le sujet. L'autre chose qui m'a choqué, c'est la construction de ce panneau. En effet, je trouve les LED très rapprochées les unes des autres et ça me rappelle un petit peu le cinéroïde qu'on loue chez SOS Ciné. La problématique de mettre des LED aussi rapprochées les unes des autres sur des panneaux, c'est bien sûr de pouvoir avoir dans la fiche technique un flux lumineux puissant, mais aussi très spoté. Et avoir un panneau LED d'une grande taille qui me fait un spot lumineux, c'est pas exactement ce que je recherche avec un panneau LED. J'ai envie d'avoir de la diffusion. Alors bien sûr, une softbox est fournie avec, mais la softbox va surtout m'empêcher d'avoir du multi-ombre, parce que la particularité de mettre plein de LED les unes à côté des autres, c'est que ça va multiplier les ombres. Plus de sources lumineuses égale plus d'ombres qui se superposent. Je ne suis pas sûr que la softbox, comme c'est le cas dans la Synorid, va me permettre d'avoir un flux uniforme et bien homogène. À tester, j'ai envoyé un message à Intelitech sur Instagram, j'espère qu'ils vont me répondre afin de pouvoir tester ou acheter leur panneau, puisque pour l'instant je ne trouve pas de revendeur français.
Autre point important, c'est l'utilité de ces LED RGB au sein du panneau, puisque l'Intellitect Light Close est un panneau RGB dont les effets sont programmables, mais est-ce que ces LED RGB sont aussi, comme c'est le cas dans le Rosco DMG, là pour améliorer le spectre lumineux du blanc, puisque ce dont on se sert principalement, c'est quand même du blanc froid et du blanc chaud. Les effets RGB sont là en complément afin d'avoir des effets de style sur notre tournage. Et pour conclure, il est encore une fois question de ces LED RGB. Est-ce que le flux lumineux de ces LED RGB sont calibrés pour répondre aux spécifications de nos appareils, à savoir respecter l'espace colorimétrique Rec 709 ou BT2020, puisque ça ne sert à rien de nous foutre des LED RGB qui ne respectent aucun espace colorimétrique. On aura exactement les mêmes problèmes lorsqu'on filme avec ces panneaux que si on filmait avec des projecteurs événementiels, à savoir des artefacts comme du bending ou de la saturation de couleurs qui nous mènent finalement à ne plus voir du tout la couleur, et ça ne sert à rien. Donc, affaire à suivre. Ça va être mon nouveau gimmick, ça, affaire à suivre. Affaire à suivre. Une news rapide pour les utilisateurs professionnels qui regarderaient cette vidéo au sujet de la Sony Venice. Pour ceux qui ne connaissent pas la Sony Venice, ça pourrait faire un truc, tu sais, genre piano panier, piano panier, piano panier, Sony Venice, Sony Venice, Sony Venice, Sony Venice. Ça permet de travailler son articulation. La Sony Venice, c'est une caméra professionnelle qui vient se mettre juste en face de la Red Monstro ou de la Alexa Mini LF, dont la particularité, c'est d'avoir un corps qui est séparé du capteur, les deux unis par un câble. Alors à quoi ça sert, ce drôle de form factor? Eh bien, tout simplement à pouvoir mettre le capteur sur un gimbal léger et mettre le corps de la caméra dans un sac à dos, et c'est bien pratique. Ça permet d'avoir un tout petit capteur que tu viens mettre par exemple sur un petit Ronin et aller comme ça dans des espaces exigus. Ça permet aussi d'aller foutre la caméra en crash cam sur une ventouse à l'avant d'une voiture. Enfin, c'est très bien pensé. J'avais vu aussi une démonstration technique de la caméra lors du Satis il y a 2 ans, et j'avais été bluffé par le comportement de la caméra en basse lumière et aussi sa dynamique qui m'avait mis sur le cul. Sony vient de passer un partenariat avec Technicolor. Technicolor est une société spécialisée dans la colorimétrie des films. Technicolor lance 22 luttes disponibles pour la Sony Venice. Alors le problème, c'est que la Sony Venice, c'est pas pour tout le monde, ne serait-ce que techniquement et financièrement. Hein, voilà, c'est quand même un truc un peu haut de gamme. Très haut de gamme. Enfin, parlons technique et plateau avec l'arrivée d'une toile LED démontable afin de remplacer les fonds verts. C'est la technologie qu'essaye de mettre au point Sumolight avec son Sumoski. Est-ce que vous connaissez les sets virtuels? Je laisse un temps pour savoir si, comme ça vous pouvez le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez les sets virtuels? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Oui, bien sûr, j'en ai vu sur Mandalorian. Enfin voilà, lâchez-vous. C'est le making-of de la série Mandalorian qui a montré au grand public ce qu'était la technologie du Virtual Set. Ce sont des milliers d'écrans LED reliés les uns avec les autres qui, pilotés par un ordinateur et reliés à la caméra, permettent d'émuler un set virtuel. La caméra bouge et la perspective du décor bouge en même temps que la caméra. Si vous n'avez pas vu le making-of de Mandalorian, courez sur YouTube après avoir regardé cette vidéo, hein, pas avant. C'est-à-dire, tu ne coupes pas la vidéo pour aller le voir. C'est après que tu y vas, s'il te plaît. Sumoski, c'est une technologie un petit peu différente. C'est une alternative low cost pour les productions qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de technologie. Sumoski a une décennie d'expertise dans les fonds colorés par LED lumineuse. Et ils ont mis au point une espèce de toile qui se déplie, colorée, qui est pilotable aussi par ordinateur et qui permet de faire par exemple du pixel mapping ou de générer des green screen ou des blue screen. Et cette technologie est beaucoup plus précise qu'un fond vert classique. Une nouvelle caméra Sigma. Sigma! The camera lens! Sigma et les caméras, c'est un peu comme moi et le sport, c'est-à-dire qu'il y a énormément de motivation au départ et voilà, c'est-à-dire qu'on s'arrête quand même très rapidement, quoi. Sigma s'obstine à faire des caméras. Vous avez peut-être entendu parler ou connu, ou peut-être que vous l'avez vu sur un salon ou sur une cloche en verre, ou peut-être qu'un ami en possède une, la Sigma DP2. On va dire que ça a été un succès commercial, hein. C'est la Sigma DP2, c'est-à-dire que déjà en termes de form factor, elle rentrait pas dans les sacs de caméra traditionnels, hein. C'était un espèce de truc allongé, mais on aurait dit un packball machin. Ensuite, il y avait un écran d'une très mauvaise qualité, la réactivité de la caméra a été un petit peu à la rue, et la montée en ISO était catastrophique. Mais
Ils avaient développé une technologie de capteur qui était la technologie Foveon. Et je peux vous dire que les photos prises à 400 ISO, elles étaient d'une qualité inégalable. Voilà. Alors il y avait 2 petits problèmes, c'est-à-dire que d'abord, il fallait avoir le temps parce que entre le moment où tu appuyais sur le bouton et le moment où la photo se prenait, il se passait un peu de temps. Et ensuite, c'était que en extérieur à 400 ISO, quoi, parce que tu te mettais à 800 ISO, il n'y avait plus de photos, il y avait du bruit partout. Et le deuxième problème, c'est-à-dire que comme la technologie de capteur a été développée pour Sigma, par Sigma, dans le système Sigma, on ne peut pas dire que les logiciels de post-production étaient à l'aise avec la débayerisation des capteurs Foveon. Ça, plus ça, plus ça, voilà, le DP2 a été retiré du marché, mais Sigma a fait une alliance avec Panasonic et Leica. The L Alliance. Et Sigma a sorti une caméra, le Sigma FP, qui sur le papier avait de quoi séduire. Je me souviens, j'étais à l'IBC lorsqu'elle a été annoncée sur le stand Sigma et j'avais trouvé cet objet révolutionnaire. Pour 2000 €, je pouvais filmer du RAW en interne. Alors je pouvais le filmer, mais je pouvais pas l'exporter. Voilà, parce que tout simplement parce que DaVinci n'arrivait pas à débayoriser le fichier et que ça me faisait un truc bizarre. L'autre problème, c'était aussi la montée aux ISO, c'est-à-dire que dès que j'étais à 1600 ISO, voilà, on aurait dit que j'utilisais une caméra de milieu de gamme fin des années 90. Pas terrible. Et l'autre problème, c'était l'ergonomie, c'est-à-dire que voilà, j'avais une caméra avec un écran derrière, mais c'était grand comme ça, mais il fallait que je mette plein de trucs dessus. On pouvait enregistrer du 4.2 10 bits, mais par l'HDMI, qui était un micro HDMI, c'était pas forcément pratique. La batterie tenait effectivement pas la charge, mais après tu pouvais le brancher en USB-C. Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qui finalement, au bout du compte, te disaient je vais acheter une Blackmagic Cinema Camera 6K, ça va aller plus vite. Mais Sigma ne se laisse pas démonter, et il y a une rumeur qui court, c'est un Sigma FP2 avec un capteur Foveon 60 millions de pixels. Alors, je suis pas sûr là de ce qu'ils font, les gars, parce que, déjà que le Foveon en basse lumière, c'est pas top. Foutre 60 millions de pixels là-dedans, ça va pas faire des photos aussi très grands. Et aller se foutre en face directement de la gamme R de chez Sony, qui a un autofocus, alors que le FP n'en propose pas, je sais pas exactement quel type d'utilisateur ils comptent séduire. Moi, évidemment, je les aime bien chez Sigma, et si jamais vous regardez la vidéo... Je veux qu'on continue à travailler ensemble, voilà, il n'y a pas de polémique. Et je vous souhaite bon courage, les gars. Va vous en falloir. Vous et tous vos hommes, vous avez déjà échoué. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous réussirez maintenant? Après, on va encore dire, oh là là, tu te la pètes, pour qui tu te prends, machin. Achète-la, là, le Sigma FP. Pourquoi achètes-en 10? Voilà, t'appelles TRM, bonjour, je veux 10 Sigma FP, ils vont te les livrer, ils vont être contents, les mecs, Oh, incroyable, ça. Je peux pas dire que Sony m'avait habitué avec leur gamme G-Master à des optiques d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Mais ils avaient sorti leur 24 mm. Et là, je dois dire qu'ils m'avaient mis un petit peu sur le cul. Façon de parler. C'est-à-dire que ils avaient fait un bond en avant. Et un 24 mm c'est bien, ils ont sorti aussi un 85 mm, c'est bien. Mais pour avoir une gamme complète, il te manque le 35 et le 50. Et ce 35, il s'est fait attendre. Là, en regardant mes news tout à l'heure, je suis tombé sur une news extrêmement triste. Je sais pas si je vais pouvoir le dire, en tout cas, moi, ça m'a retourné un peu l'estomac. Je me demande pourquoi je fais ce métier. Non, coupez la caméra. Le 35 mm est repoussé indéfiniment. Je prends les codes des youtubeurs tristes. Ouais, je sais. C'est dur à entendre, mais voilà, je vous remercie parce que grâce à vous, on est ensemble. Et ce SOS Ciné News Show, c'est pour vous qu'on le fait. Alors, abonne-toi, mets la cloche, et je te dis à très bientôt! ASMR. Tu es bien. Tu te sens bien, c'est le vent, tu es à la plage, il y a une légère brise, tu entends la mouette, le souffle des vagues, tu vois au loin la silhouette d'une caméra et tu entends dans tes oreilles une musique résonner. Sony, 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 Sony.
C'est la rumeur. Ah merde, j'ai oublié l'intro.